Euh, on va voir un auteur qui est un auteur conservateur, voire réactionnaire, qui s'appelle Edmund Burke, qui va écrire dans Réflexions sur la Révolution de France, publié en 1790, un éloge du préjugé. Et on va voir comment est-ce qu'on peut critiquer ce texte, mais c'est le problème, si vous voulez, c'est qu'il a eu raison dans à peu près toutes ses prédictions sur l'avenir sur le développement de la Révolution française. Et il va même jusqu'à prédire on va dire, l'idéologie coloniale, l'impérialisme français, qui est typiquement français, qui n'a rien à voir avec l'esprit du colonialisme britannique, dans ce texte publié en 1790. Pour rappel, la conquête de l'Algérie, c'est 1836. Le Tonkin, c'est les années 75, 80, il me semble. Ok. Et le reste de l'Afrique occidentale, c'est à peu près contemporain de l'Indochine, effectivement. Donc les années 1860-1870. 1870-1880. Donc, alors, toc, 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 il faut que je retrouve le texte. Excusez-moi. Hop, Burke. Donc le type s'appelle Edmund Burke, c'est un auteur irlandais. Voilà. Alors, donc, c'est un texte qui est tiré des Réflexions sur la Révolution de France, 1790. Petit rappel, en 1790, la Révolution est à un stade qui est très peu avancé. Le 14 juillet 1789, il y a eu la prise de la Bastille. Le 15 août, il y a l'abolition de certains privilèges, mais le roi est toujours en place en 1790. C'est-à-dire que le destin français n'est absolument pas gravé dans le marbre. Les massacres en Vendée n'ont pas commencé. Il y a eu, je crois, un massacre d'aristocrates dans une prison française, dans une prison parisienne, mais c'est à peu près tout. On n'a pas fait marcher la guillotine comme à la belle époque, encore de 1793. Donc pour le moment, si vous voulez, Louis XVI aurait pu continuer à régner pendant longtemps, si vous voulez, en 1790. Cet avenir n'est pas inscrit, n'est pas écrit. Et ce que Burke va faire, c'est précisément écrire l'avenir, le prédire. Dire que ce qui est en train de se passer en 1789 et 1790 permet en fait d'induire ce qui va se produire par la suite. Je lis le texte. Dans ce siècle de lumière, je ne crains pas d'avouer que chez la plupart d'entre nous, les sentiments sont restés à l'état de nature, qu'au lieu de secouer tous les vieux préjugés, nous y tenons au contraire tendrement, et j'ajouterais même pour notre plus grande honte que nous les chérissons parce que ce sont des préjugés, et que plus longtemps ces préjugés ont régné, plus ils se sont répandus, plus nous les aimons. C'est que nous craignons d'exposer l'homme à vivre et à commercer avec ses semblables en ne disposant que de son propre fond de raison. Et cela parce que nous soupçonnons qu'en chacun ce fond est petit, que les hommes feraient mieux d'avoir recours pour les guider à la banque générale et au capital constitué des nations et des siècles. Un préjugé donne à la raison qu'il contient le motif qui fait sa force agissante et l'attrait qui assure sa permanence. En cas d'urgence, le préjugé est toujours prêt à servir. Il a déjà déterminé l'esprit à ne s'écarter jamais de la voie de la sagesse et de la vertu, si bien qu'au moment de la décision, l'homme n'est pas abandonné à l'hésitation, travaillé par le doute et la perplexité. Le préjugé fait de la vertu une habitude et non une suite d'actions isolées. Par le préjugé fondé en raison, le devoir entre dans la nature de l'homme. Sur ces questions, vos hommes de lettres et vos politiques. Alors, il s'adresse à un Français. Mais en gros, ça reviendrait au même. Hein. Parce qu'ils ont les mêmes à la maison, les Anglais. Sur ces questions, vos hommes de lettres et vos politiques sont d'un avis tout à fait différent.
de même que chez nous tout le clan des esprits éclairés. Ils n'ont aucun respect pour la sagesse des autres, mais en compensation, ils font à la leur une confiance sans borne. Il leur suffit toujours d'un seul motif pour détruire un ordre de choses ancien, c'est son ancienneté même. Alors, Burke, très clairement, ici, ne notez rien, je parle, et ensuite vous noterez. Burke est un anti-lumière, c'est ce qu'on pourrait appeler un philosophe plus que conservateur, c'est un réactionnaire. C'est un philosophe qui euh, est aux antipodes, qui va vraiment dans le sens contraire du progressisme qui va naître avec Kant, Montesquieu, Diderot, Voltaire, on ne sait pas trop, hein. Mais très clairement, c'est un anti-lumière. C'est quelqu'un qui va dire la raison ne nous permet pas de progresser, elle nous permet d'aller toujours un peu plus loin dans l'absurdité, dans le danger et parfois même dans l'horreur. Ce qu'il est raisonnable de faire, c'est de se fonder sur les préjugés séculaires qui sont les traditions, parce qu'elles les expriment en fait l'expérience multiséculaire des peuples. À qui est-ce qu'on fait confiance le plus? À un jeune type qui débarque et qui vous dit voilà ce que je vais faire avec vos économies, ou avec un banquier qui est très expérimenté, qui vient d'une vieille banque qui ne s'est jamais cassé la figure, le loup de Wall Street. Euh, à qui vous allez faire confiance pour confier vos économies? À une banque qui a des succursales partout dans le monde, qui est énorme et qui est très vieille, ou à une banque dont vous n'avez jamais entendu parler, sauf sur une petite annonce sur Internet, voire par un mail qui vous dit, voilà, confiez-moi 40 000 euros et vous aurez un rendement de 20%. À qui vous allez confier vos économies? À la vieille banque. À la vieille banque. Pourquoi? Parce qu'une vieille banque, ça a littéralement du crédit, c'est-à-dire qu'on la croit. Okay. Crédit, croyance, credo, même origine. Donc en fait, ce que nous explique Burke à demi-mot, c'est que le système financier repose sur une forme de croyance. Bah oui, hein, ça repose sur la confiance en fait, l'économie. Et ce que dit Burke, c'est que tous les préjugés ne se valent pas, mais il y a des préjugés qui sont tellement généraux, qui sont tellement anciens, qu'ils dénotent une forme de rationalité, c'est l'expérience même inductive des peuples. Les traditions ne sont pas des traditions pour rien. Elles sont là pour quelque chose. Et à quoi servent-elles? Elles servent à appréhender immédiatement, à lire immédiatement une situation nouvelle à travers le spectre de situations passées. Autrement dit, et c'est pas bête, hein, c'est ce qu'on fait aussi, c'est la manière dont on aborde la sécurité dans ce lycée, par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un incendie? Soit on n'est pas préparé, on panique comme des imbéciles, on fait n'importe quoi, on sort par les fenêtres et chacun fait son truc de son côté. Soit on instaure des protocoles, des traditions qui vont nous permettre de réagir plutôt que d'agir, de réagir efficacement face à une crise. Okay. Et en fait, ce que dit Burke, c'est que les révolutionnaires français sont les moins bien placés du monde pour faire la révolution, parce qu'ils sont face à une crise politique qu'ils ont en partie contribué à déclencher, mais plutôt que de s'en remettre à la sagesse des peuples, aux traditions qui permettent de réagir efficacement en cas de danger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont réfléchir. Ça va pas à la tête. Faut pas réfléchir. Faut se fonder sur l'expérience de tous les peuples qui ont réfléchi avant nous. C'est pas compliqué. Au bout d'un moment, la quantité devient une qualité. Que vaut la réflexion d'un Danton, d'un Robespierre, d'un Saint-Just face à la réflexion de siècles et de siècles et de siècles de leurs prédécesseurs? Est-ce qu'il ne faut pas aller plutôt chercher chez Mazarin,
chez Richelieu, chez César, etc., etc., un certain nombre d'éléments de réflexion plutôt que de prétendre tout vouloir réinventer. Et Burke va dire la chose suivante, et le problème, c'est que ça s'est vérifié par la suite. La Révolution française va être brutale, parce que quand on cherche à renverser un ordre ancien, on est brutal. Okay. La Révolution française va être très hésitante, parce que quand on ne se fonde pas sur des traditions et qu'on cherche à réinventer la roue en permanence tous les 4 matins, on va dans une direction, puis on va dans une direction totalement différente. Et en l'espace de quelques décennies, on se tape la terreur, enfin la monarchie constitutionnelle, la terreur, le directoire, le consulat, le Premier Empire, la monarchie de Juillet, la Restauration, la République, le Second Empire, la Troisième République, Vichy, la Quatrième République, la Cinquième République. Hein. Il n'y a aucun pays occidental qui est plus instable politiquement que la France. Pourquoi? Parce qu'on est hanté par le souvenir de 1789. Les Anglais, leur constitution est tellement vieille qu'ils n'en ont pas. Hein, c'est-à-dire que c'est le Bill of Rights qui date des années 1600. 1640, ça n'a pas changé si vous voulez, ils n'ont pas de modèle. Les Américains, c'est 1700 quoi 60, vous qui faites de l'histoire beaucoup plus intensément que moi. 75, 76, 1776, il me semble. Okay. Ils ont la même constitution qu'ils ont amendée 12 fois. Bah, nous, on a des révisions constitutionnelles toutes les semaines. Hein. Enfin, j'exagère, mais depuis que la cinquième est là, il y a dû y avoir une quinzaine de révisions constitutionnelles. C'est démentiel. Les Allemands, on ne sait pas trop. Hein, la RFA a quand même repris énormément d'éléments et d'institutions à la République de Weimar. Le Troisième Reich, d'ailleurs, n'avait pas aboli officiellement la République de Weimar, ce qui est une incongruité juridique. Les Italiens, ils sont instables depuis qu'ils ont un pays, mais globalement, ils sont instables dans leur stabilité, c'est-à-dire que rien ne change depuis, grosso modo, à part évidemment la période fasciste, rien n'a changé institutionnellement. Les Espagnols, ils sont profondément régionalistes parce que c'est l'histoire de leur construction politique. Il n'y a que les Français qui disent ah pour nous sauver il faut Mélenchon pour nous sauver il faut une sixième République, comme si on allait changer de pays en changeant de constitution, comme si on allait changer de mentalité en changeant de constitution. C'est très français de faire ça. Et Burke dit bah voilà, ça va être l'avenir de la France pour les 3 siècles prochains. Et quand on est on est persuadé d'avoir raison contre les préjugés, qu'est-ce qu'on va faire? On va imposer notre raison aux autres. Aux autres, ça peut être les Vendéens, mais ça peut être ensuite les Algériens, les Indochinois, les Africains de l'Ouest, etc., etc. Donc il y a une forme d'impérialisme de la raison qui va être portée par Napoléon vers les pays d'Europe de l'Est, hein, si vous voulez. Il faut exporter les idéaux de la Révolution en Italie, en Espagne, en Prusse, en Pologne, etc., etc. On va même essayer d'aller jusqu'à Moscou et ça va très mal se passer. On va se prendre tous les vieux pays européens sur le dos. Et puis après, ça va être effectivement l'impérialisme colonial. Burke n'a pas totalement tort. Burke n'a pas totalement tort de dire qu'un rationalisme exacerbé s'oppose au caractère raisonnable, délibéré, lent, prudent, précautionneux du préjugé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Quand on est ancré dans des traditions, certes, on réfléchit peu, et Burke nous dit, ça c'est du philosophe britannique comme on l'aime, bah, c'est très bien parce que c'est vraiment nul de réfléchir. Ok, vous avez un philosophe qui vous dit que la rationalité
doit céder le pas face au raisonnable, face au raisonnement inductif, et pas face au raisonnement déductif, partir de principes très généraux et abstraits, pour essayer de les appliquer à toute force dans des réalités particulières et concrètes. Aristote ne dit pas tellement autre chose, hein, et moi je suis plutôt, effectivement, sur le plan de la philosophie politique, je me méfie de l'idéal, je me méfie de l'utopie. Parce que l'utopie, hein, faire rentrer une idée dans une réalité qui n'en veut pas, on sait où ça peut mener politiquement. Ça mène au goulag ou au camp de rééducation par le travail ou au Khmer rouge. C'est la puissance de l'idéal et de l'utopie face à une réalité qui ne veut pas disparaître en plus. C'est ça le drame, c'est qu'il n'y a aucune utopie qui finit véritablement par s'imposer. Ça fait quelque chose de relativement bâtard et hybride, où il y a le discours officiel du parti et la réalité où chacun doit se débrouiller. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors, on fait une petite synthèse. Ça sonne dans combien de temps? Petite synthèse. Euh, dans les réflexions sur la Révolution de France, ça aussi c'est très anglais, c'est le plus irlandais de tout, c'est le plus anglais de tous les Irlandais, Burke. Edmund Burke rapproche le préjugé, Edmund Burke rapproche le préjugé du système bancaire. Il rapproche le préjugé du système bancaire. Plus plus un préjugé est ancien et répandu, plus nous lui accordons de crédit. Plus nous lui accordons de crédit. Ce qui est aussi le cas pour le capital d'une banque. Ce qui est aussi le cas pour le capital d'une banque. Plus le capital est important et ancien, plus nous lui accordons de crédit. Plus nous avons confiance en cette banque. Pour Burke, les préjugés et les traditions, pour Burke, les préjugés et les traditions synthétisent l'expérience collective des peuples. L'expérience collective des peuples.
ils nous permettent, alors je crois que c'est quasiment une citation exacte, ils nous permettent de faire de la vertu une habitude. Ce que va dire Aristote, effectivement, la vertu fait partie de nous à partir du moment où nous y sommes habitués, ça devient comme une seconde nature. La, le préjugé permet de faire de la vertu une habitude. Au lieu de faire de chaque situation un cas isolé, au lieu de faire de chaque situation un cas isolé, nous sommes capables d'agir efficacement dans l'urgence. C'est la raison pour laquelle les révolutionnaires français c'est la raison pour laquelle les révolutionnaires français partisans du rationalisme, ce qu'on n'appelle pas encore le progressisme, mais c'est ça, du rationalisme des Lumières, sont paradoxalement les moins préparés, c'est la raison pour laquelle les révolutionnaires français, partisans du rationalisme des Lumières, sont paradoxalement les moins préparés aux événements qu'ils ont déclenchés. En fait, pour être un bon révolutionnaire, il faut être un bon traditionnaliste pour Burke, ce qui est aussi paradoxal. Parce qu'ils seront incapables de faire face à cette situation de crise. Alors, Burke va prédire que la Révolution française sera violente, check, hésitante, check, et impérialiste, check, check, check. Il aura raison dans ses prédictions. Alors, pas totalement, hein, quand même. Parce que quand il s'agira d'efficacité militaire, on sera quand même au rendez-vous.
Mais sur ces points-là, dans les grandes lignes, le diagnostic de Burke, plutôt le pronostic de Burke, va s'avérer exact. Je vous remercie.